pour les chambres parce qu'il en manque ici aussi. Affaires de famille ou club select, ce soir Business vous ouvre les portes d'établissements très privés. Une belle soirée libertine, ça coûte entre 70 et 120 euros. 400 000 Français pratiquent le libertinage de façon régulière ou occasionnelle, dans un état d'esprit festif et décontracté. Un libertin qui a passé une bonne soirée, il a bien mangé, il a bien dansé, et il s'est bien amusé. Une atmosphère qui attire une clientèle de plus en plus jeune. Dans notre bande de copains, ils ne sont pas encore très ouverts sur ce point de vue-là et c'est encore un aspect très négatif en fait dans la société actuelle. Mais pour faire de l'argent, certains n'hésitent pas à enfreindre la loi. Ces soirées-là, évidemment, échappent aux règles commerciales, donc on est plus dans l'infraction fiscale. Une économie souterraine avec ses dérives. C'est de la prostitution. Pour 200 €, en fait, j'agis comme avec un de mes amis intimes. Sexe, la liberté à tout prix, enquête au cœur du business libertin. Ce soir, nous vous proposons un numéro très spécial de Business. Nos journalistes ont pu filmer dans des endroits privés comme celui-ci. Nous sommes en plein Paris, dans une petite rue discrète, et pourtant, à quelques numéros d'écart, se trouvent deux clubs libertins. Alors, quels sont les codes de ce milieu fermé et à qui profite le libertinage? Réponse avec cette première enquête Business de la soirée. Elle est signée Christophe Beigneux. Ce soir, Pascal et Sylvaine se sont mis sur leur 31 pour aller en discothèque. Une discothèque pas tout à fait comme les autres. Ici, il se passe souvent de drôles de choses. Nous sommes dans un club libertin, l'un des plus sélects de Lyon. Ambiance boîte de nuit, sauf qu'ici, on ne vient pas que pour danser. Pascal et Sylvaine se sont rencontrés à l'adolescence et ne se sont jamais quittés. Ils pratiquent le libertinage depuis l'âge de 16 ans et régulièrement, ils jouent les initiateurs pour des couples qui veulent pimenter leur vie sexuelle et faire tomber tous les tabous. Aujourd'hui, ils sont devenus coachs libertins. Ce que je vous propose, c'est de faire une petite visite de découverte du club. Ce soir, Pascal accueille Jean-Pierre et Martine, un couple qu'il a initié au libertinage il y a seulement quelques mois. On est sur la piste de danse et on va aller tout de suite visiter les coins câlins. Là, on est dans la plus grande pièce du club, qui est une pièce qui est ouverte, ou généralement qui est réservée à la partie sexe en groupe, la partie douche. Si on veut remettre le couvert, il est important de pouvoir repartir un petit peu rafraîchi. Dans certains clubs, les douches sont très grandes, à l'italienne, et souvent, la douche n'est pas tiède, elle est chaude. Voilà. On poursuit la visite. Après 3 mois seulement de libertinage pour Jean-Pierre et Martine, c'est déjà l'heure de faire un premier bilan. Alors, comment ça se passe depuis qu'on s'est rencontrés la dernière fois? Ça se passe plutôt bien, même on va dire très bien. J'ai le souvenir de la première soirée où finalement, le premier couple avec qui on est sorti. C'est vrai qu'on était un peu tout chamboulé le lendemain et j'ai tout de suite écrit à Pascal pour lui faire part de nos craintes parce que c'était un moment très très fort pour nous. La première visite au club, on était très inquiets, on avait énormément peur de pénétrer à l'intérieur du club. Ça c'est complètement enlevé maintenant, on va dans un club sans se poser aucune question, aucune appréhension. Pour découvrir les codes du libertinage, Jean-Pierre et Martine n'ont pas dépensé un seul euro. Leur séance de coaching leur a été offerte par Pascal, qui ne fait jamais payer ses services. C'est aussi ça, l'esprit libertin. C'est gratuit, c'est vrai que ça peut surprendre. Certains font un business. Nous, on est libertins à l'ancienne, c'est-à-dire que le temps qu'on passe à accompagner les gens dans notre démarche de coaching, c'est pris sur notre temps personnel, on s'enrichit à leur contact. Donc pourquoi mettre de l'argent entre nous, pourquoi mettre des barrières alors qu'on est dans un monde de liberté et l'argent dans ce monde-là restreint la liberté à notre sens. Des soirées débutants comme celle-ci, il s'en déroule régulièrement dans les quelques 270 clubs libertins de France. Des clubs où l'on vient danser, faire des rencontres, s'amuser,
Mais la différence avec une discothèque classique, c'est qu'ici, si le courant passe bien, on peut avoir des rapports sexuels décomplexés, sur place, avec d'autres couples, devant tout le monde, ou cachés dans une pièce à part, et ça ne gêne personne. Liberté, respect, sensualité, telle pourrait être la devise des libertins. Bienvenue dans un monde où la révolution sexuelle se pratique tous les jours. Depuis toujours, la France est le pays du libertinage. Aux yeux du monde entier, la patrie du marquis de Sade et de Rabelais serait donc synonyme de sexualité débridée. Mais qui sont vraiment les libertins de France? Qui sont ces pratiquants d'une sexualité totalement libérée? Comment devient-on adepte de l'échangisme, du mélangisme, du triolisme, voire plus, si affinité? Et qui sont ceux qui ont fait du libertinage un juteux business? Vous allez découvrir que les apparences sont souvent trompeuses, car aujourd'hui, on côtoie des libertins tous les jours, sans même le savoir. Il y en a peut-être chez vos amis, vos collègues de bureau, vos voisins de palier, ou même dans votre propre famille. Enquête sur un monde à part, où les tabous sont définitivement tombés. Quelque part dans les Yvelines. C'est dans cette grande maison qu'habite Sophie-Lie. Sophie-Lie, c'est le pseudonyme qu'ont choisi Bruno et Sophie pour faire des rencontres sur Internet. Alors, est-ce que tu as vu des fiches intéressantes? Ouais, plutôt sympa, ouais. Il y a 8 ans, ce couple marié s'est lancé dans le libertinage. Pour faire des rencontres, ils se sont inscrits sur un site libertin spécialisé et ça a changé leur vie. Nous, ça nous a servi. Parce que c'est la première démarche, on n'ose pas aller dans un club libertin où on ne sait pas comment faire en fait. Et c'est vrai que ça a été la porte d'entrée à une découverte sur le libertinage. Et comment vous faisiez avant pour faire des rencontres? Et bien avant, comment on faisait pour faire des rencontres? On ne faisait pas. On ne faisait pas. Bruno et Sophie se rendent régulièrement sur le site pour voir qui sont les nouveaux couples qui s'inscrivent. Mais avant de prendre contact, ils prennent bien soin de lire la fiche de présentation et surtout de regarder les photos. Ah oui, c'est les petits mignons qu'on voit au Cap tous les ans. C'est très important d'avoir des photos et des vidéos. Ça permet un petit peu de savoir à qui on a affaire, à quoi ils ressemblent, et s'il peut déjà y avoir une affinité physique. Et après, il y a le dialogue qui s'installe. Mais oui, voir à qui on a affaire, c'est très très important. De toute façon, c'est la base de nos rencontres, hein. C'est de rencontrer les gens parce qu'ils nous plaisent physiquement avant tout. Donc oui, c'est très important. Et puis on se rince l'œil, donc de toute façon, quoi qu'il arrive. Il y a le plaisir des yeux aussi. Bruno et Sophie ont eux aussi leur fiche de présentation sur le site. Et comme elle est plutôt attirante, de nombreux couples ont envie de faire leur connaissance. Couple marié, complice et joueur. Sophie était une belle femme blonde, élégante, mince, sportive, épilée, douce et biréelle. Bruno, lui on en dit beaucoup moins, est grand, brun, mince, séduisant, sportif, attentif et doux. Voilà, ensemble nous souhaitons rencontrer de vrais libertins ayant la même envie de moments doux et sensuels, dans une complicité partagée, dans un savoir-vivre naturel. On est devenus libertins vraiment, pas après pas, découverte après découverte, en discutant, en parlant de nos envies, nos fantasmes, et on a vraiment fait le chemin ensemble. Ouais. Grâce à Internet, Sophie et Bruno ont pu rencontrer plus d'une centaine de couples. Ils n'ont pas eu d'activité sexuelle avec chacun d'entre eux, car le libertinage, c'est aussi se donner la possibilité de simplement passer une bonne soirée avec d'autres libertins, sans forcément aller plus loin. Chez les libertins, tout est possible, rien n'est obligatoire. C'est dans cet immeuble anonyme, derrière cette porte sécurisée, que se trouvent les locaux du site internet sur lequel Sophie et Bruno se sont inscrits. Ils comptent déjà 1 million de membres. Des couples, des hommes seuls, des femmes seules, il y en a pour tous les goûts. Des bureaux bien sages, une ambiance studieuse, ici on fait du business. Mais derrière cette vitrine un peu austère se cache le leader incontesté des rencontres coquines sur le web, le point de ralliement de l'immense majorité des libertins de France. Là, on arrive sur la page d'accueil du site, qui est la page principale, celle sur laquelle on retrouve les principaux éléments, à savoir le chat en liste, où on voit donc tous les gens qui sont connectés actuellement et qui cherchent à faire des rencontres. Donc là, on voit qu'il y a, par exemple, 6300 personnes, ça peut monter jusqu'à 11 000, 11 500 certains soirs. Les membres du site viennent chercher des rencontres sexuelles, principalement, mais aussi sociales, amicales, c'est assez large. Donc ça passe par une présentation de ce qu'ils sont et une recherche du profil, du couple, de la femme seule, de l'homme seul, de plusieurs hommes seuls qu'ils désirent en fonction de leurs besoins.
L'inscription au site est gratuite, mais pour pouvoir dialoguer avec les autres membres et donc faire des rencontres, il faut payer, en moyenne 5 € par mois. Une somme modeste qu'ont déjà déboursé plusieurs dizaines de milliers de membres. Impossible de savoir précisément combien. Chez Net Échangisme, il n'y a pas de tabou sur le sexe, mais sur l'argent, c'est une autre histoire. Quoi qu'il en soit, ce site est à l'origine d'une petite révolution sociologique en France. Grâce à lui, entre autres, le libertinage s'est développé à une très grande vitesse dans notre pays. Internet contribue très très largement à développer le libertinage puisqu'il le met à la portée de tout le monde. Où que vous soyez, à l'heure qu'il vous plaît, vous pouvez donc vous connecter, faire une recherche et voir s'il y a des gens disponibles à côté de chez vous, ou alors si demain vous voyagez à Lyon, à Paris, voir qui est susceptible d'être disponible à ce moment-là. Donc effectivement, on ouvre ce type de rencontre à un potentiel énorme. Avec plus de 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel, ce site est un beau succès qui sera bientôt décliné en version internationale. Car si pour certains, le libertinage est un mode de vie, pour d'autres, c'est un moyen de gagner beaucoup d'argent. Didier Manduni, lui, a choisi de mêler le plaisir et le travail. À 51 ans, il est sans doute le plus grand libertin de France. Chaque année, il parcourt plus de 40 000 km avec sa voiture pour visiter les quelques 270 établissements libertins que compte notre pays. Ce soir, direction le Délice, un club situé à 10 minutes de Bergerac, en Dordogne. Bonjour. Salut Bernard. Ça va? En forme? Impeccable, et toi? Ben écoute, impeccable aussi. Ce soir, Didier n'est pas venu pour s'encanailler avec d'autres libertins, il est là pour travailler. Didier mène l'enquête. Alors sinon, comment ça se passe? Écoute, j'ai pas mal de nouveaux clients en ce moment. En plus, j'ai des Belges. Ah oui? J'ai des Belges qui viennent et ça me fait assez plaisir parce que ils ont l'habitude de certains clubs chez eux qui sont relativement sympas et bon, ils ont bien aimé, alors donc je suis satisfait, quoi. Didier Manduni est l'auteur d'un guide touristique un peu particulier. La chambre africaine. Depuis 14 ans, il y répertorie l'ensemble des clubs libertins de France. Chaque établissement est noté et longuement critiqué. Tout y passe, l'accueil, l'ambiance, les tarifs, visite guidée. A priori, c'est une discothèque traditionnelle, mais il y a pas mal de petits détails qui font la différence. Alors, entre autres, comme on peut le voir, une cage d'exhibition. Il y a aussi sur le côté là-bas une barre d'exhibition, où là, les clientes elles-mêmes font leur show, des alcôves sur les côtés, et il y a même des petits équipements pour commencer à s'amuser directement sur place avant d'aller un peu plus loin dans les jeux. Et bien voilà, on arrive dans la partie qui fait la différence entre le monde traditionnel et le monde libertin. C'est-à-dire que là, nous sommes dans l'espace câlin. C'est là que les clients vont trouver leur terrain de jeu. Qu'est-ce qui se passe, Didier, dans les coins câlins? Eh bien, ce qui se passe, tout simplement de la sexualité de groupe. Ce qu'on peut appeler la partouze. Didier visite les clubs dans leurs moindres recoins, y compris les toilettes, dont il vérifie systématiquement la propreté. Mon job, c'est aussi de vérifier l'état des sanitaires. Parce qu'il y a la façade, ça brille, c'est beau, c'est joli, c'est sombre. Mais ensuite, il y a le reste, ce qu'il faut voir. Quand des toilettes comme ici sont très bien entretenues, on peut être tranquille après partout. On sait que c'est clean, voilà. Un peu plus loin, une petite pièce un peu particulière attire notre attention. Ah, eh bien voilà une salle de jeu qui permet d'aller un peu plus loin dans les fantasmes. Alors on a une table génico, on a un sling. Alors un sling, la personne s'assoit, elle est, comme vous pouvez l'imaginer, à hauteur d'homme. Cet équipement, on le trouve dans les établissements masculins, homosexuels, et ça rentre de plus en plus dans le monde libertin. C'est comme les backrooms, par exemple. C'est des pièces sombres où on a réellement fini de tomber tous les tabous avant d'entrer dans cette pièce, ou du moins quand on en est sorti, on a laissé tous ces tabous, parfois même autre chose. Ici, on a le joug. Donc je vous laisse imaginer la tête, les bras. Et ici, la fameuse croix Saint-André. Pour Didier, ce club répond a priori aux exigences de tous les libertins. Mais pour pouvoir lui mettre une bonne appréciation dans la prochaine édition de son guide, il doit aussi vérifier un point très important. À ses yeux, c'est même le plus important. Et le préservatif, c'est l'outil indispensable pour tous les bons libertins.
Un club qui en met partout dans les endroits stratégiques, c'est ce qui me semble être le plus important. Je serais peut-être même dans ma critique moins regardant sur un établissement qui met des préservatifs partout et qui a peut-être un petit peu de laisser-aller au niveau de l'accueil qu'un établissement sympa qui oublie de mettre des préservatifs. C'est à mon sens intolérable. Pour pimenter leur jeu sexuel, les couples peuvent aussi compter sur Myriam, la femme du patron. Elle a tout ce qu'il faut caché derrière le comptoir. Myriam ? Oui. Est-ce que tu as des accessoires de jeu à nous proposer ? Des gommes pour vous amuser avec. Donc, les menottes. Et puis voilà. Aussi, ce qu'il faut. La cravache, et les menottes. Voilà. Mais dis-moi, c'est des vraies menottes ? Oui. Gendarmerie nationale ? Eh oui. Il est bientôt 1h du matin, la soirée ne fait que commencer. Dans la salle, 2 jeunes femmes qui ne se connaissaient pas quelques minutes avant entreprennent une danse pour le moins collée serrée. Un homme prend des photos, c'est le mari de l'une des 2 femmes. Une situation qui peut paraître surprenante, mais les libertins sont partageurs et ici, la jalousie n'a pas sa place. Les couples libertins ne sont pas plus amoureux que les autres couples. Les couples libertins sont amoureux, les vrais, ceux qui vivent ça d'une manière passionnée, d'une manière, je dirais, honnête et d'une manière sincère entre eux. Ce sont effectivement des couples très amoureux. Il faut être amoureux pour accepter de voir l'autre prendre du plaisir avec un autre partenaire ou une autre partenaire. Entre les 2 couples, le courant passe bien, direction l'espace sauna jacuzzi pour faire plus ample connaissance. Cet espace aquatique, c'est une bonne excuse pour se mettre plus rapidement en petite tenue. Dans les clubs qui ne disposent pas de jacuzzi ou de sauna, la soirée peut mettre beaucoup de temps à démarrer, voire ne pas démarrer du tout. Ici, c'est très différent, et l'on devine rapidement qu'il n'y a pas que l'eau du jacuzzi qui est chaude. Les corps se mélangent, les mains se baladent, mais ce n'est qu'une mise en bouche. La suite, c'est dans un coin câlin qu'elle va se dérouler. Notre caméra peut filmer, mais nous sommes invités à garder nos distances. En l'occurrence, le rideau est tiré. On peut regarder éventuellement, mais on ne s'aventure pas. On reste, on respecte. Ce soir, 2 hommes et 2 femmes s'amusent ensemble, mais parfois, il y a beaucoup plus d'hommes que de femmes. Il y a 3 catégories de périodes où les messieurs seuls peuvent venir. La première catégorie, c'est la catégorie trio. C'est-à-dire, là, vous avez le club où le patron va dire, voilà, j'ai 15 couples, je ferai rentrer 15 messieurs seuls. Il y a la soirée mixte, ce qu'on appelle un peu plus débridé. C'est-à-dire que, bon, il a 15 couples, il fera rentrer 20, 25 messieurs seuls, peut-être 30. Et puis, il y a la soirée qu'on appelle la soirée gangbang, où là, nous avons des gourmandes. Et des gourmandes à qui il ne faut pas en promettre, il faut en donner. Et donc, dans ces cas-là, ça sera en moyenne 7-8 messieurs par dame présente. Pendant que nos 2 couples libertins s'amusent, nous sommes allés discuter avec le patron du club. C'est un libertin, mais c'est aussi un chef d'entreprise. Et pour faire venir du monde dans son établissement, il a créé des soirées à thème. Comme ça, il est sûr de faire plaisir à tout le monde. Alors, les soirées à thème. Tous les 2e vendredis de chaque mois, c'est gangbang. Le 3e vendredi, c'est soirée bi et trio. Là, c'est la bisexualité qui est en avant. C'est une soirée assez conviviale. Elles sont toutes conviviales, mais celle-là en particulier. Voilà. Pourquoi ? Il y a la bisexualité qui est là, aussi bien masculine que féminine. Les gens ne se prennent pas la tête, ils sont là pour, en gros, entre guillemets, pour déconner et pour passer un bon temps, mais dans la joie de vivre, quoi. Sur son établissement, Bernard est intarissable. Mais même pour un libertin, tous les sujets ne sont pas évidents à aborder. Est-ce que ça gagne bien de venir avec le libertin ? J'ai le droit d'appeler un ami ? À 35 € l'entrée pour un couple, on peut quand même imaginer que les affaires ne se portent pas trop mal pour Bernard. Il est 3 h du matin, la piste de danse est désertée, l'action se passe ailleurs. Pour certains clients, la nuit ne fait que commencer. Douville, à une trentaine de kilomètres de Périgueux. C'est dans ce petit paradis champêtre qu'habite Didier Manduni. C'est aussi son lieu de travail. Ce bureau, c'est le quartier général de France Coquine, la Bible des libertins. Didier y rédige les critiques qui seront publiées dans la prochaine édition du guide.
Et pour le club visité la veille, l'appréciation est plutôt bonne. Toujours égaux à eux-mêmes, Bernard et Myriam ne négligent rien pour que chacune et chacun se sentent à l'aise. En journée, dans un esprit convivial et libertin, c'est ambiance sauna et bien plus si affinité. Et en soirée, c'est ambiance discothèque. Les fins de semaine sont toujours très festives, d'autant que la piste de danse équipée d'une cage d'exhibition permet toutes les audaces. D'ailleurs, les dames ne se font pas prier pour s'effeuiller et offrir des shows très hautes. Actuellement, Didier prépare la 14e édition de son guide des clubs libertins. Une belle réussite. Chaque année, il en vend plus de 20 000 exemplaires. Ce succès ne doit rien au hasard. Les libertins qui achètent ce guide en ont pour leur argent. Tous les clubs de France y sont référencés, les bons, mais aussi les mauvais. Car quand quelque chose ne va pas, Didier ne se prive pas de l'écrire pour alerter ses lecteurs. Ces dernières années, le monde libertin a été, je dirais entre guillemets, un petit peu pollué par une catégorie de gens qui ont cru sentir un nouveau filon, un nouvel Eldorado, donc qui sont rentrés dans ce créneau-là, qui ont repris des anciennes discothèques désaffectées dans nos campagnes qui ne marchaient plus, ils ont posé 2-3 matelas par terre, et puis ça y est, c'est un club libertin. Non, la clientèle libertine ne réagit pas à ça, et bon nombre ont baissé le rideau très très rapidement. Les lecteurs de Didier sont tous des libertins, mais c'est sans doute le seul point qu'ils ont en commun, car pour le reste, il est absolument impossible de dresser le portrait robot des personnes qui pratiquent le libertinage. Je sais bien que d'une manière générale, on range les gens dans les catégories socio-professionnelles et que généralement on évite que ça se mélange. Eh bien, dans un club libertin, c'est pas du tout ça. Dans un club libertin, moi j'y ai vu des magistrats, j'y ai vu des élus de droite et de gauche s'amuser ensemble, j'y ai vu des policiers, j'y ai vu des gens du show business. C'est à ce jour le seul endroit, à la limite, où tout le monde peut se réunir autour d'une seule et même philosophie, une seule et même idée, peu importe ce qu'on est à l'extérieur de ces lieux. Grâce aux ventes de son guide, Didier vit plutôt confortablement. Mais le libertinage, ce n'est pas son seul centre d'intérêt, ni d'ailleurs sa seule source de revenus. Car en plus de son guide des clubs libertins, Didier est l'auteur d'un autre guide touristique, beaucoup plus conventionnel. Grosso modo, chaque année, le guide France Coquine me rapporte 25 000 € et j'ai aussi le guide touristique de la Dordogne qui, lui, me fait à peu près 20 000 €. Je fais la tournée des établissements libertins d'un côté et puis de l'autre, les bonnes tables, ce qui fait que ça me permet de combiner la bouffe et le cul, le paradis sur terre. Avec le guide de Didier, mais aussi grâce à Internet, le libertinage s'est rapidement développé en France ces dernières années. On en parle plus qu'avant, et pourtant, des amateurs de sexe sans complexe, il y en a toujours eu dans notre pays. Adam de Lichana en sait quelque chose. À 57 ans, il est sans doute l'un des observateurs les mieux placés pour tout connaître des comportements sexuels des Français. Il sait mieux que personne ce qui se passe dans nos chambres à coucher ou ailleurs. Il sait tout sur les libertins, les exhibitionnistes, les voyeurs. Et pour trouver toutes ces informations, il n'a pas beaucoup d'efforts à faire. Ce sont les Français eux-mêmes qui lui disent tout, volontairement, en lui envoyant de nombreux courriers torrides. Mon copain a commencé à m'embrasser dans le cou, à enlever ma veste, à remonter ma robe. Je sentais à présent 4 mains me caresser et 2 bouches titailler ma langue et ma nuque. Qui est-ce qui vous a envoyé ce message ? Alors, en l'occurrence, c'est une lectrice de 29 ans qui s'appelle Sarah, qui nous a envoyé donc toute cette petite story et aussi avec pas mal de photos. Adam de Lichana dirige la rédaction d'Union. C'est le plus ancien et le plus vendu des magazines de charme en France, loin, très loin devant les autres. 135 000 exemplaires par mois en moyenne. La spécialité d'Union, c'est le courrier des lecteurs. Des lecteurs décomplexés qui décrivent dans les moindres détails leurs aventures sexuelles, en couple ou à plusieurs, à la maison ou dans des clubs échangistes. De vrais libertins pour la plupart, qui n'ont aucun tabou, à tel point qu'avec leur courrier, ils envoient généralement des photos d'eux, totalement nus et souvent en pleine action, avec l'espoir qu'elles seront publiées dans un prochain numéro. On a de plus en plus de gens qui nous envoient non seulement un courrier, qui nous envoient des photos à visage découvert, ce qui est de plus en plus fréquent, mais qui nous envoient en plus maintenant des vidéos, des petites vidéos, puisqu'on sait qu'avec soit les téléphones portables, soit avec les mini-caméras, etc., les petits caméscopes, maintenant les gens arrivent facilement à faire des petites vidéos. Le succès de la revue, Adam de Lichana le doit à une idée simple. Dans son magazine, il fait la part belle aux aventures sexuelles de simples Français. On est loin du magazine pornographique avec ses actrices professionnelles. Du coup, Union marche bien. Il est même très rentable, puisque la plupart des textes et des photos publiées proviennent des lecteurs eux-mêmes. Une matière première, 100% gratuite. C'est un magazine, bien sûr, qui rapporte, au sens où
Vous avez déjà 50% du magazine qui ne coûte pas trop cher, mais bon, en même temps, on a des journalistes à payer, on a des pigistes qu'on paye qui font des reportages. Donc l'un dans l'autre, c'est bénéfice très correct, mais un vrai travail derrière pour serrer les prix, parce qu'on est en période de crise et que la diffusion a beaucoup baissé dans le monde de la presse pour adultes, de la presse de charme. Ce magazine existe depuis près de 40 ans, une longévité rare en matière de presse écrite. En se replongeant dans les archives, on peut découvrir comment la sexualité des Français a évolué au cours des dernières décennies. On a les archives du magazine Union. Alors tenez, voilà, ça commence par les tout premiers numéros. Là, je peux vous dire que ça, c'est collector. L'orgasme féminin, guérir l'éjaculation précoce. Pour un mariage ouvert, déjà. Position et caresse. Dites à mon mari de me faire l'amour convenablement. Alors, pas beaucoup de photos. Les tout premiers numéros étaient essentiellement vraiment du texte. Il faut arriver vers les numéros, on va dire 40, 50, pour avoir des photos. Mais des photos très sages et surtout des dessins. Dans les années 80, vous avez des photos explicites. On a le suivi de la sexualité, de l'expression de la sexualité des Français, effectivement, de 1972 à maintenant. Ce qui me fait dire que Union est le dépositeur de la libido des Français et des Françaises. Pour maintenir les ventes de son magazine, Adam de Lichana a dû le faire évoluer et l'adapter au goût de ses lecteurs. Il y a 3 ans, il a eu l'idée d'ajouter un DVD à son magazine. On y trouve des films pour adultes, et là encore, cela ne lui coûte pas grand-chose, car le plus souvent, ce sont les lecteurs eux-mêmes qui se filment ou se font filmer dans leur intimité, pour le simple plaisir de s'exhiber. Aujourd'hui, les libertins sortent de l'ombre, et l'on découvre en feuilletant le magazine et en lisant les récits croustillants de gens ordinaires que le libertinage est devenu une activité plus fréquente qu'on ne le croit. Il se vit aujourd'hui librement et simplement. Pour les libertins, c'est un loisir comme un autre. Nous nous trouvons donc maintenant dans un club libertin. Pour l'instant, c'est plutôt calme, il est encore tôt, mais dans quelques instants, l'ambiance va se réchauffer. En attendant, nous sommes avec Sylvain Mimoun. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes spécialisé en sexologie et également le directeur du centre d'andrologie à l'hôpital Cochin à Paris. Alors selon vous, est-ce qu'il y a de plus en plus de couples qui pratiquent ce type de sexualité dite récréative ? En 15-20 ans, c'est incontestable que les chiffres augmentent, même s'il faut bien le dire, c'est une minorité. Dans la population française, je crois qu'aujourd'hui, on doit considérer qu'il doit y avoir 400 000 personnes qui participent à ces clubs ou à ces rencontres. C'est quand même une minorité, mais c'est une minorité grandissante. Et surtout, l'idée du libertinage est en train de se démocratiser, si je puis dire. Je ne sais pas si c'est un bien ou un mal, mais c'est comme ça. On ne peut pas faire comme si la sexualité n'existait pas, ce qui énerve beaucoup d'ailleurs ceux qui n'aiment pas la sexualité. Avant, on n'osait pas aborder tel ou tel sujet. Quand on faisait une émission sur la sexualité, c'était toujours de la maladie. Et là, on commence à parler plutôt du récréatif. C'est-à-dire de qu'est-ce qui est bien dans une sexualité sans maladie, sans trouble, mais où comment s'éclater, quoi. Parmi vos patients, les couples qui viennent vous consulter, est-ce que ça, l'échangisme, le libertinage, c'est des questions qui sont abordées avec vous? Il y a des patients qui racontent qu'ils ont 2 partenaires, par exemple, leur femme d'un côté, leur partenaire pour aller dans les clubs, et il y en a d'autres qui vont avec leur femme, ou des femmes qui emmènent leur mari aussi, parce que c'est pas... Les combinaisons sont multiples. Voilà. C'est ouvert, quoi. C'est le but du jeu de ce genre d'endroit. Mais il y a un vrai budget de consacrer à tout ça, parce qu'il y a des dépenses, c'est pas gratuit. Ne serait-ce que pour les tenues qu'il faudra avoir. Changement d'ambiance maintenant pour la suite de ce numéro très spécial. Et nous sommes toujours dans cette petite rue parisienne où il suffit de faire quelques pas pour arriver à un autre club libertin, une véritable institution dans ce milieu. Et là, nous avons rendez-vous avec celle qui a régné pendant 30 ans sur les nuits coquines à Paris. Elle s'appelle Denise.
Bonsoir Denise. Bonsoir. Merci de nous accueillir. Alors, c'est assez bruyant, on va parler fort. Vous avez pris votre retraite, si on peut dire, il y a 2 ans, mais pour autant, vous continuez de venir. C'est un endroit que j'ai créé. Ça me fait tellement plaisir de revenir ici, de voir comment ça évolue, ça continue. J'ai essayé d'inculquer tout ça à mes successeurs. Il fallait bien recevoir les clients, c'était très important. Il fallait avoir l'esprit festif. Pour vous, c'était un bon business? Oui, c'était un business. De toute façon, c'était le business que j'aimais. Donc ça, c'est très important de faire le business que l'on aime. Il y a beaucoup de gens qui travaillent dans des endroits qui ne leur plaisent pas. Moi, j'ai fait ce que j'aimais, c'est-à-dire donner du plaisir aux gens. Est-ce que pour être un bon patron de club, il faut forcément être libertin de soi-même? Oui, absolument. C'est très important d'être libertin parce qu'on sait ce qu'il faut communiquer aux gens pour les amener à être bien, à se détendre, à participer. Parce qu'il y a pas mal de gens qui viennent aussi pour la première fois et donc il faut leur expliquer et même parfois participer un petit peu pour les amener à découvrir vraiment le libertinage. C'est quelque chose, je pense, que l'on a en soi. Enfin, moi, j'étais comme ça. C'était en moi. J'ai adoré le libertinage. J'adore encore, mais j'ai vraiment adoré ce que j'ai fait. Et mon plus grand plaisir, c'était lorsque les gens me disaient merci, j'ai passé une excellente soirée. Et Denise, depuis quelques années, la concurrence s'est accrue dans le milieu libertin entre les patrons de clubs et les organisateurs de soirées privées qui se livrent une véritable bataille. Et certains n'hésitent pas même à se mettre hors la loi entre les revenus non déclarés et la prostitution déguisée. La guerre des libertins, une nouvelle enquête business de Carole Greco. Fin de journée sur la Côte d'Azur. À l'heure où les derniers sportifs quittent la plage, les établissements de nuit préparent leur samedi soir. Hors saison, c'est la seule vraie soirée de la semaine. Mais chez Philippe, il y a du monde toute l'année. Cet ancien gérant de camping est maintenant à la tête de 2 clubs privés. Son business, c'est le libertinage et il sait exactement quoi faire pour satisfaire ses clients. Un libertin qui a passé une bonne soirée, il a bien mangé, il a bien dansé et il s'est bien amusé. Philippe est un adepte du libertinage et selon lui, pour réussir dans ce business, mieux vaut pratiquer. Il faut comprendre ce que les gens vont rechercher dans un club libertin. Il faut être en adéquation avec leurs idées. Et voilà, gérant de club libertin, il faut être libertin. Pourtant, parmi la centaine de personnes qui fréquentent chaque soir cet établissement, il y a une jeune femme qui n'est pas libertine. C'est la fille du patron. Ici, on travaille en famille. Isabelle, l'épouse de Philippe, gère l'espace coquin. Et leur fille, Sarah, 21 ans, est déjà très impliquée. Papa au bar, maman à la cuisine, le frère à l'entrée. C'est vrai que c'est un avantage assez particulier parce qu'il y a quand même une bonne ambiance. À partir du moment où il y a une bonne ambiance dans la famille, il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Maman, prends du gel aussi pour les chambres parce qu'il en manque ici aussi. Les préservatifs, c'est ok, c'est pas de souci. Mère et fille partagent ce même souci du travail bien fait. Dans les espaces dédiés au sexe, les 2 femmes passent près de 6 heures à faire le ménage. Il faut vraiment qu'il n'y ait rien qui traîne nulle part. La moindre tâche, la moindre chose, même un petit... Ça peut gêner des personnes. Donc, et puis c'est super important dans ce genre d'endroit. Un club libertin, c'est vraiment très important qu'il soit très propre. Une conscience professionnelle qui n'est pas toujours de mise dans ce milieu. En France, 400 000 personnes s'adonneraient au libertinage. Depuis près de 20 ans, les nuits libertines se sont démocratisées, devenant un vrai business pour certains. La clientèle a changé et a rajeuni. Marketing du sexe, économie souterraine, prostitution déguisée. Comment s'organise cette économie discrète? Qui sont les nouveaux rois des nuits libertines? Pourquoi les jeunes adultes sont de plus en plus nombreux à fréquenter ce type d'établissement? Voyage au cœur de la nuit, dans ces lieux où les tabous restent au vestiaire. En temps de crise, le business du sexe est l'un des rares à ne pas s'effondrer. Pascal Giraudot a fait fortune avec un magazine bien connu des échangistes. Mais il y a quelques mois, il n'a pas hésité à le revendre pour s'offrir un nouveau club libertin en plein Paris.
Et pour amortir son investissement, il vise une clientèle plus jeune qui serait selon lui délaissée par les autres établissements. Énormément de jeunes couples préfèrent venir dans un établissement comme le Oui parce que d'une part la jeune fille elle aime bien sortir un peu sexy et dans les endroits un peu traditionnels c'est difficile pour une jeune fille de sortir un peu avec une petite jupette et tout parce que tout de suite elles se font plus ou moins ennuyer, que ici il y a tout un phénomène de code, de respect qui fait qu'on peut tout à fait sortir, voire même danser en string, voire même danser nu au bar, etc. Et on ne sera pas ennuyé. À tout juste 21 ans, Noémie apprécie ce discours. Ce soir, avec son amie, elle est venue de Normandie pour découvrir ce nouveau lieu. Ce jeune couple a déjà pas mal d'expériences libertines. Noémie aime se sentir désirée et elle a bien conscience que sa jeunesse attire les hommes. On est clairement de la chair fraîche, il n'y a pas besoin faut pas se cacher, on est de la chair fraîche. Mais faut pas non plus, faut pas céder quoi. Puis de toute façon, c'est la femme qui décide, ce ne sont pas les hommes. La femme décide et normalement se fait inviter. Et ce type de petit plaisir a un prix. Les clubs échangistes se démocratisent, mais pour certains, leurs tarifs restent prohibitifs. Une belle soirée libertine, ça coûte entre 70 et 120 euros. 100 € pour les soirées en club, mais après on peut faire des soirées privées comme ça nous arrive des fois, donc faut compter le prix d'un apéritif, le prix des fois d'une petite bouffe, voilà quoi. Et puis après les achats de vêtements, c'est pas forcément tous les mois, mais on en achète, on va dire à peu près tous les 2-3 mois, dans des magasins ou sur un site spécialisé. Bien que surprenant, les libertins accordent beaucoup d'importance à leur tenue, même si celle-ci est vouée à être rapidement retirée. Et cela n'a pas échappé à Philippe. Dans son club du Sud qu'il tient en famille, il organise des défilés de tenues sexy. Le show à peine terminé, les clientes se bousculent. Tout le monde vient chaque week-end tu portes des affaires différentes. Et pour fidéliser sa clientèle et multiplier des sources de revenus, Philippe n'est jamais à court de bonnes idées. Dernière en date, l'ouverture d'un restaurant dans son club. Ses clients arrivent plus tôt et dépensent plus. Les clients ici viennent s'amuser entre eux. Ils viennent rechercher quelque chose. Donc ce qui les intéresse, c'est de trouver l'âme sœur, trouver le petit côté. Donc ils viennent s'amuser entre eux principalement. Voilà. De bons clients qu'il n'est pas le seul à vouloir attirer. Pour les libertins purs et durs, il n'est jamais question d'argent. On s'invite les uns chez les autres. Et la soirée entre amis se finit généralement autour de la maîtresse de maison. Mais depuis quelque temps, certains ont décidé d'en faire un vrai business. Il suffit d'aller sur Internet pour les trouver. Chaque semaine, le web regorge d'annonces racoleuses, de fausses soirées privées organisées dans un appartement loué pour l'occasion. Une participation aux frais est systématiquement demandée. Aucun de ces organisateurs n'a accepté de nous répondre. Nous avons donc décidé de nous rendre à l'une de ces soirées en caméra cachée. Rendez-vous dans un immeuble résidentiel en plein Paris. Bonsoir. Il rentre devant. Bonsoir. Ouais. Bonsoir. Une bouteille de champagne de marque et 30 € en liquide sont exigés en droit d'entrée. Dans cet appartement transformé pour l'occasion, nous sommes bien loin du confort des clubs que nous avons pu visiter. Ici, la décoration est sommaire et un simple matelas posé au sol fera office de coin câlin. Les participants ne sont pas ravis. Ce soir, ils ont un petit peu merdé au niveau de la disposition des trucs parce qu'ils ont mis beaucoup de canapés, mais ils n'ont pas mis beaucoup de matelas. Ce qui fait que, tu vois, alors moi la semaine dernière, je suis venu à une soirée ici qui était organisée par d'autres personnes. Et il y avait des matelas un petit peu partout, donc c'était très propice au mélange et à l'action. Du coup, il y en avait beaucoup, c'était bien. Et là, je sais pas comment ça va être. Nous ne sommes donc pas du tout chez de simples particuliers organisant une soirée libertine pour le plaisir. Ce soir, l'organisatrice a même une certaine réputation dans ce milieu. En fait, l'organisatrice, je pense que tu l'as vu à l'entrée, elle a dû ouvrir la porte. On l'a vu, ouais. C'est une petite brune avec un accent belge. Ils sont de Belgique d'ailleurs, ils font des soirées en Belgique, en Suisse et à Paris. Et avant ils faisaient
des soirées du côté de Montreuil, dans un grand loft et tout, super bien. Mais ils les font plus là-bas maintenant, donc maintenant ils les font ici. Et ils en font une aussi demain, je sais pas ce qu'ils font. Non. Et demain, en fait, elle le fait sous son vrai nom. 8 soirées par mois, rien qu'à Paris. Selon nos estimations, avec une moyenne de 80 personnes, une fois la location payée, il lui reste 2000 € par soirée. Christophe Gessé a passé 20 ans à la police judiciaire parisienne. Il a confirmé nos soupçons sur cette économie souterraine. Pour lui, la plupart de ces soirées relèvent du délit fiscal pur et simple et font de la concurrence déloyale au club libertin. Là, il s'agit vraiment d'un tarif d'entrée, d'une prestation, et ces soirées-là, évidemment, échappent aux règles commerciales. Donc, on est plus dans l'infraction fiscale, puisque, évidemment, il n'y a pas les employés, les serveurs, serveuses ne sont pas déclarés, il n'y a pas d'impôt, et surtout, il n'y a pas de contrôle en cas de problème. Pour les patrons de clubs qui respectent les règles et pour lutter contre la concurrence sauvage des organisateurs de soirées, la seule arme qui vaille, c'est évidemment la dénonciation au fisc ou à la police s'il y a des manquements. Et dans ce milieu, une autre menace plane toujours. À Marseille, en 2006, des policiers ont été condamnés à de la prison ferme pour l'organisation d'un réseau de prostitution dans des clubs échangistes. À Douai, en 2007, les gérants d'un club prostituaient leurs employés sur la demande des clients. Plus récemment, c'est à Paris qu'un club mythique dans le milieu libertin a fermé. Des call girls seraient venues y vendre leur charme. Plus ou moins visible, plus ou moins déguisée, la prostitution a pris un nouveau visage. Ce qui a changé par rapport à il y a quelques dizaines d'années, c'est que le monde libertin s'est démocratisé. Ce qui était réservé à une élite est maintenant accessible à toute la population. Donc on a vu une multiplication des clubs, des soirées privées. Donc cette explosion, cette accessibilité du monde libertin à des gens communs et mortels fait que mécaniquement il y a un risque effectivement qu'on fasse appel à des prostituées mécaniquement de façon plus importante. Et ces prostituées ne sont pas toujours des professionnels. Elles sont d'autant plus difficiles à identifier. C'est très difficile pour un patron de club ouvert au public de savoir, quand un couple se présente dans son club, s'il s'agit bien d'un couple qui se connaît intimement depuis longtemps, ou si c'est une rencontre très récente qui s'est voire même constituée uniquement pour le plaisir de venir dans un club. Et là, le risque de voir des hommes arriver en compagnie de prostituées ou de call girls dont les services ont été loués uniquement pour la soirée, le risque est grand et il est très difficile à déceler. Cette difficulté, Roger, l'ancien propriétaire des lieux, en a fait les frais. À 66 ans, il se retrouve sans travail, accusé injustement selon lui. Nous avons communiqué par mail. Voici ce qu'il nous a écrit. Bien sûr, nous avions repéré des filles qui venaient souvent avec des hommes différents et nous avions des doutes. Nous sommes sollicités en permanence par des hommes qui cherchent une partenaire pour entrer en club, comme si nous pouvions les aider. Mais pour un homme qui cherche à se faire accompagner, ce n'est pas très difficile. Il suffit de mettre une annonce sur Internet. C'est ainsi que Claire a constitué son réseau. À 40 ans, quand elle s'est retrouvée seule pour élever son enfant, elle a accompagné des hommes moyennant rémunération. Elle s'est rendue quelquefois dans le club de Roger. Pour 200 €, en fait, j'agis comme avec un de mes amis intimes. Donc on se rencontre soit avant le club si la personne le désire, sortir au restaurant, boire un verre, ou directement juste un petit peu avant le club. Et ensuite on fait une soirée tout à fait normale, comme avec un ami, quoi. On passe la soirée ensemble, on échange avec d'autres couples. Parfois là, voilà, on échange aussi avec le partenaire, ça dépend de ce qu'il a envie. Et puis après, on rentre chez soi. Pour elle, son boulot, c'était bien de la prostitution, un moyen comme un autre d'arrondir ses fins de mois. C'est de la prostitution, mais en même temps, quand c'est assumé et que voilà, c'est avec des gens qui pourraient correspondre à des petits amis, je dirais que le plaisir est double. Il y a le plaisir effectivement de passer un très bon moment avec la personne et le plaisir aussi d'être rémunéré pour ça. Être libertine a beaucoup aidé Claire à passer à l'acte. Quand on est libertine, c'est relativement simple de passer, je dirais, du stade d'amis à relation vénale. Je pense qu'il y a de l'argent à se faire. Dans l'univers libertin, selon les lieux et les personnes, l'atmosphère peut être très différente.
À Paris, ce milieu reste fermé, difficile d'y pénétrer sans en avoir les codes. En province, l'ambiance est tout autre, plus festive et conviviale. Et ce petit air de liberté attire une population de plus en plus jeune. À seulement 1 heure de Lille, direction la Belgique. Ici se trouve un club bien différent des établissements parisiens. Les Français frontaliers sont nombreux à venir se détendre dans cette ambiance chaleureuse. Ici, pas de tenue correcte exigée. À l'entrée, tout le monde est passé au vestiaire pour se mettre à l'aise. On a des gens de toute classe sociale, enfin, de tout milieu qui sont là. Et ici, ils sont tous au même statut, quoi. Dans la vie, limite, ils peuvent être ou chômeurs ou avocats, on s'en fout ici. Les gens sont vraiment libres et ils sont eux-mêmes. Et ici, tout le monde est pareil, quoi. Il n'y a pas le costume qui met une barrière, on va dire. Ici, le prix est forfaitaire. Boissons et buffets à volonté. 50 € pour les couples, 75 pour un homme non accompagné et seulement 15 € pour les filles. Des tarifs abordables pour une clientèle jeune. Mais en Belgique, il ne suffit pas d'être majeur pour pouvoir entrer dans ce type d'établissement. Pour une dame, c'est 21 ans. Pour un monsieur, c'est 23 ans. Donc, pour la bonne et simple raison qu'avant cet âge-là, je ne pense pas que les jeunes soient suffisamment matures et prêts pour ce genre d'expérience. Oui, parce que c'est au-delà de la majorité, en fait. C'est au-delà de la majorité, tout à fait, mais il faut aussi la majorité au niveau mental. Est-ce que vous avez constaté qu'il y a de plus en plus de jeunes qui viennent fréquenter ces établissements? Et comment on ne cherche pas absolument le sexe à tout prix. Hein. On peut passer des soirées complètes, à discuter autour d'un verre, à prendre des délires sans qu'il se passe, et même simplement rigoler, ou alors que les filles jouent simplement entre elles. C'est pas plus compliqué que ça. Dans ce club, jeunes et moins jeunes se côtoient, et plus c'est affinité. Et la relève est déjà assurée. Jean-Michel, ex-militaire de carrière, et sa femme Karine sont des habitués. Leur grande fille de 18 ans trépigne à l'idée de venir s'amuser ici. Et la grande veut déjà découvrir à 18 ans, donc non, 21 ici. Ah, ici, non. On lui a dit parce que bon, on lui parle toujours de l'Only, elle sait bien qu'on s'y amuse bien et tout. Maman, vivement mes 21 ans, ben, je dis oui chérie, il faut 21 ici, quoi. Et si leur fille vient à fréquenter cet établissement, elle croisera des gens de son âge, comme Elodie et Lucas. Dans notre bande de copains, ils ne sont pas encore très ouverts sur ce point de vue-là, et c'est encore un aspect très négatif en fait dans la société actuelle. Ils ne s'imaginent pas comment c'est, enfin, ils s'imaginent vraiment que c'est uniquement un bésodrome et que c'est rien d'autre en fait. Mais depuis quelque temps, des soirées très délurées sont réservées aux jeunes qui veulent faire sauter tous les tabous. On les appelle les skin parties. Un vrai phénomène ignoré de nombreux adultes et parents. Et pourtant, il y a des raisons de s'inquiéter. Les participants ne sont pas toujours majeurs. Et du côté de la police, on n'a pas l'air encore très informé. Est-ce que tu es au courant s'il y a des services de police qui enquêteraient actuellement sur tout ce qui est sexting et skin party? Tu sais ce que c'est? C'est des soirées qui sont faites bien souvent pour des mineurs dans des endroits tenus secrets. Ils se passent le mot sur Facebook et puis quand ils se réunissent, c'est sexe, drogue, alcool. Je ne sais pas s'il y a l'ERG là-dessus ou pas en ce moment. Non. Et ça prend des ampleurs, mais graves. Hein. Il y a une série qui est sortie en Angleterre et qui a été reprise sur Canal+, et qui s'appelle Skins, et qui aborde donc toutes ces questions de soirées de mineurs, où c'est une deuxième vie. Là, il y en a sur Paris, et puis il y en a là dans les jours à venir, dans le Nord et en Belgique. Et cette fois-ci, c'est encore en Belgique que ça se passe. Dans ce corps de ferme, près de Tournai, de jeunes Lillois ont bien l'intention de faire la fête jusqu'au bout de la nuit. Le concept est simple, sexe, drogue, alcool. Les skin parties ont un seul mot d'ordre, pas de limite. Rez Nieber, l'organisateur de cette soirée interdite aux moins de 18 ans, veille aux derniers préparatifs du coin câlin, version teenage des backrooms de clubs libertins. En fait, c'est pour dormir, ça, les gens restent ici pour dormir? Non, vraiment, c'est pour s'amuser. Ils sont faits pour jouer avec. Donc après, on a pris des plumes exprès justement pour que ça fasse un effet assez sympa. Donc voilà, les gens ils vont s'amuser avec et tout. Et puis, quand certains aussi veulent flirter ici, ils flirtent ici. Puis, voilà.
Au niveau sexe, il y en a qui vont y aller très loin et il y en a d'autres qui vont pas y aller très loin justement. Mais nous on fixe vraiment pas de limite. On fournit même des capotes pour de la prévention. Il y a justement les agents de sécurité qui aussi veillent à ce que chacun soit bien, on va dire. Et donc voilà, on essaye de justement tenir une certaine limite pour ne pas frôler la catastrophe. Les consignes sont simples, hein. éviter ce soir la vente de drogue, gérer les jeunes gens alcoolisés et que ça se passe au mieux. Privilégier le dialogue plutôt que sortir la boîte à gifles. Comme dans les clubs libertins, les participants viennent de tous les milieux sociaux. Fils d'ouvriers ou filles de médecins, ils incarnent un rôle préétabli, celui d'un personnage libre et disjoncté. 400 places ont été prévendues, 800 à 1000 jeunes sont attendus. Le mot d'ordre des invitations diffusées sur Internet est clair, venir déguisé dans un style choquant, sexy, délirant. Les interdits sont également mentionnés mais ils sont inattendus, chasteté, pudibonderie, décence. Les fêtes un peu folles où les jeunes s'enivrent et font des excès ont toujours existé. Le changement principal aujourd'hui est peut-être plus dans le comportement des filles. Elles sont sommées d'adopter les codes d'une sexualité pour les hommes et faite par des hommes. Des codes qui leur font endosser la panoplie de la fille facile. C'est les garçons qui devraient avoir peur de nous, les filles, carrément. Cette skin party s'achève dans les cadavres de bouteilles vides. Les jeunes restent avant tout des jeunes, le coin câlin aura finalement servi pour une bataille de polochons. Depuis quelques mois, ce type de soirée se multiplie en province et à Paris. Dans cette autre skin party, pas besoin d'avoir 18 ans pour participer. On y croise des adolescents âgés de 16 ans. Dans une ambiance très alcoolisée, ces jeunes ne semblent pas conscients des risques qu'ils prennent. Pourtant, ils peuvent en payer le prix fort. Quant aux organisateurs, tout cela semble bien être le cadet de leurs soucis. Cette clientèle jeune rapporte, une soirée comme celle-ci peut afficher un chiffre d'affaires de 15 000 €. Au revoir, bon retour. Merci, bonne nuit. Il est presque 5 h du matin, il est temps d'aller se coucher. Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de la chaîne direct8.fr. À bientôt pour un nouveau numéro de Business et bonne soirée sur Direct8.